qui se sont tenus en 2015 puis en 2017 à Abidjan, Dakar abrite la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique les 17, 18 et 19 janvier 2019 au Centre international de conférence Abdou Diouf, CICAD. Sous la présidence effective de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, plusieurs chefs d'États africains, chefs d'institutions internationales, ministres, investisseurs privés nationaux et internationaux, experts et spécialistes de renommée mondiale vont se réunir à Dakar pour approfondir le débat sur la robustesse de la croissance et l'inclusivité dans les plans d'émergence mis en œuvre sur le continent. Thème de l'édition 2019, émergence, secteur privé et inclusivité. Les 17, 18 et 19 janvier 2019 au CICAD, Dakar, capitale de l'émergence africaine. – 20h sur DTV, le journal et ses titres. Invalidation provisoire de la candidature de Khalifa Sall. La nuit a été très mouvementée pour des khalifistes. Leur quartier général est dans le désordre. Les leaders de l'opposition n'ont pu que constater les dégâts. Les dégâts des bus de Dakar Demdik en ont payé les frais. Première mesure, la suspension provisoire du réseau sur certains axes aux grandes dames des usagers. Vous allez le voir. Retard de paiement de bourse. Les étudiants de l'UGB envahissent la rue. Ils ont bloqué la RN2 et lancé un nouveau mot d'ordre de grève. Première usine de production de perfusion au Sénégal d'une capacité de production de 12 millions de flacons par an. Les acteurs soutiennent que la carence de perfusion ne sera qu'un mauvais souvenir au Sénégal à voir dans cette édition. Bonsoir. Présidentielle 2019, y a-t-il des risques de tension préélectorale comme ce fut le cas en 2012 pour Abdourahmane Sow? Nous sommes encore très loin de cette situation, mais il assure que l'opposition et la société civile ne vont pas rester sans rien faire. Le coordonnateur de la COS M23 répond aux questions d'Oumar Danso. Selon très débutatif, en tout cas par rapport à une élection populaire portant sur les résultats qui ont été publiés par le Conseil constitutionnel. Parce que tout simplement le contexte est différent. L'on se rend compte que, en tout cas lors de la présidentielle précédente, c'est-à-dire celle de 2012, il y avait un travail qui a été fait en amont par la société civile et les partis politiques. Il y avait un leadership qui était incarné par la société civile, accompagné par les militants politiques et les citoyens sénégalais pour porter différents combats qui avaient abouti effectivement, en tout cas au départ de M. Abdoulaye Wade. On se rend compte que pour ce contexte avec le président Macky Sall, il n'y a pas eu cette mutualisation, il n'y a pas eu en tout cas cette connexion entre les acteurs politiques, la société civile et en tout cas le peuple sénégalais, de telle sorte que à compte-gouttes, le régime en place a posé des actes forts dans le sens de la confiscation des droits. Nous comprenons que l'État a déroulé un rouleau compresseur pour éliminer autant M. Karim Wade que M. Khalifa Sall. Maintenant, comment vont se comporter leurs militants, je ne sais pas. Au niveau de la COS M23, nous avons notre ligne qu'on a entamée depuis très longtemps. On s'est retrouvé avec ces acteurs pour porter des combats démocratiques. Je vous l'annonçais, la nuit n'a pas été de tout repos pour des pro-Khalifa. Il y a eu des heurts entre eux et des forces de l'ordre. Ce matin, des opposants se sont rendus à leur quartier général pour constater les dégâts. Les leaders politiques Idrissa Seck, Malik Gakou, Oumar Sarr et Abdoul Mbaye se disent outrés par l'ampleur des désagréments. Et c'était en présence de notre reporter Maimouna Niane. Traces et autres gaz lacrymogènes encore visibles sur place, vitres et quelques matériaux bureautiques cassés. Forces de l'ordre et pro-Khalifa se sont affrontés ce lundi après l'invalidation de sa candidature. Des leaders de l'opposition sont venus constater les dégâts. Aujourd'hui, manifester
notre solidarité au président Khalifa Ababacar Sall et à l'ensemble de sa coalition suite à l'agression brutale et manifeste de la police du président Macky Sall qui non seulement brime les citoyens dans leur quotidienneté, mais hier ont agressé les femmes de la coalition de notre frère Khalifa Ababacar Sall. La guerre, c'est la guerre, semble dire Idrissa Seck. Il estime que l'opposition va s'unir pour faire face au pouvoir. C'est donc le prolongement d'un plan qui appelle une réponse solidaire, unitaire de l'ensemble de l'opposition pour faire échec à la volonté du président sortant de se maintenir au pouvoir contre le gré des... Ces leaders estiment qu'il urge que les citoyens se manifestent afin de dire non aux intimidations du pouvoir. Je crois que l'action d'hier, si brutale, prouve à suffisance la volonté manifeste du président Macky Sall et de son régime de confisquer la volonté populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, les forces vives de la nation, l'opposition, le C25, nous devons prouver à Macky Sall que le Sénégal ne lui appartient pas. Et avec la même détermination, sinon même plus, nous allons lui prouver avec les forces vives de la nation et le peuple sénégalais que nous allons faire face afin que triomphent les libertés et la démocratie dans notre pays. Avec le C25, l'opposition compte faire face au candidat Macky Sall qui, d'après elle, veut installer le chaos dans le pays qui a déjà commencé avec l'attaque de la permanence de la coalition Taxawu Sénégal. L'invalidation provisoire de candidature et ses effets collatéraux, pas moins de 5 bus Dakar Dem Dikk ont été saccagés hier. Par prudence, la direction a décidé de suspendre momentanément le réseau sur certains axes. Une décision saluée par le syndicat des travailleurs de l'entreprise Dakar Dem Dikk. Adjar Ndiaye nous en édifie. Le saccage des 5 bus Dakar Dem Dikk a fini de toucher les usagers de ce trafic. Depuis la nuit de ce lundi, ce secteur de transport avait suspendu ses activités pour, selon le directeur général, protéger les bus et les travailleurs. C'est pas de gaieté de cœur que je prends une décision de priver les Sénégalais d'un outil aussi précieux et utile tous les jours qui est Dakar Dem Dikk. Mais nous ne pouvons pas aussi laisser certains. On ne peut pas mettre un policier dans chaque bus. Ça, c'est hors de question. On ne peut pas laisser aussi faire. Nous avons pris la décision de les laisser au dépôt jusqu'à ce que les choses soient claires. En concertation également avec les autorités policières, nous avons décidé d'ouvrir certaines lignes et de geler d'autres. Une décision bien saluée par le syndicat démocratique des travailleurs du transport routier qui qualifie ce saccage d'acte irresponsable. On voit des agresseurs, des gars encagoulés, des gars tapis à l'ombre, qui sont là, qui agressent les clients, qui agressent les receveurs, qui agressent les conducteurs, et pour préserver notre sécurité et la sécurité des usagers. Nous avons décidé de surseoir un peu sur certaines lignes, de faire des déviations, d'arrêter le réseau pour quelques temps. Après, on continue quoi. D'ailleurs, la direction de Dakar Dem Dikk compte porter plainte pour mettre un terme à ces genres d'actes. J'ai effectivement donné l'instruction à mes services de cadrer le réseau de façon discrète et de veiller à ce que la sécurité des bus soit assurée. Et des personnes ont été arrêtées en flagrant délit. Des personnes ont été arrêtées attaquant non seulement les bus, mais le personnel qui les avait filmés. C'est à la suite d'altercations pour essayer de récupérer ces vidéos qu'ils ont été pris. Donc qu'on soit à la gendarmerie, d'autres entre les mains de la police. Nous ferons de sorte que vraiment la justice soit rendue. Et sans état d'âme, je dis bien. Comme lors de beaucoup de manifestations, les bus Dakar Dem Dikk sont la proie des manifestants. Voulant se faire entendre par les autorités, ces bus sont souvent brûlés ou détruits, en à croire le DG de cette société. Par ailleurs, ils ne comptent plus mettre en danger ce bien commun, même si ce sont les usagers qui vont en souffrir.
Adjara Ndiaye, cette suspension provisoire du trafic de Dakar-Dem-Dik n'est pas sans effet. Des usagers déplorent cette situation. Ils appellent les manifestants à prendre pleine conscience que l'entreprise Dakar-Dem-Dik est un patrimoine national. Ces Sénégalais appellent leurs concitoyens à adopter d'autres formes de revendications. Philomène Tine leur a tendu son micro suivant son élément. Du trafic des bus Dakar-Dem-Dik bien suivi. Dans la circulation, tous les bus sont vides, pas l'ombre d'un passager à bord. Un arrêt de rotation qui n'a duré que quelques heures. Cet agent de la société Dakar-Dem-Dik dénonce le fait que leurs bus sont attaqués quand il y a des manifestations. Si les bus Dakar-Dem-Dik ne circulent pas, chaque fois que les gens sont fâchés, ils s'attaquent à nos bus. Dakar-Dem-Dik est un patrimoine national, donc c'est anormal que l'on saccage ces bus. Il existe d'autres formes de revendications différentes donc du saccage. Au terminus Liberté 5, la situation est revenue à la normale. Les usagers attendent tranquillement les bus, mais à Grand Yoff, ils sont interdits de circuler. Cette dame déplore la situation. Si on vandalise les bus, on détruit ce qui nous appartient. C'est nous-mêmes qui les utilisons. Nous devons savoir que si on saccage les bus, on aura des difficultés de transport après. Assis non loin de l'arrêt de bus, ce monsieur pointe du doigt l'État. Qui doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas de grabuge pour que les gens soient fâchés pour se retourner contre les biens de l'État. C'est eux qui doivent être à la hauteur pour que les gens n'aient pas besoin ou bien ne sentent pas le besoin de saccager le bien national. Si nos dirigeants, quels qu'ils soient, se mettent dans une logique de bamboula, comment le peuple peut considérer le bien de l'État? Ces Sénégalais condamnent les saccages et les actes de vandalisme quand il y a manifestation. Ainsi, ils appellent la population à avoir un comportement de civisme. Ces manifestations ne sont pas du goût des partisans du pouvoir. Ces derniers suggèrent aux mandataires des candidats recalés d'introduire des recours dans ce compte-rendu signé Aïdem Ben Yasser. Invalidation provisoire des candidatures. Ces jeunes de Benno Bokk Yakaar, très en colère, fustigent les violences qui seraient manœuvrées par les partisans de candidats recalés. Selon eux, il est inutile de semer le désordre dans le pays. Nous demandons aux partisans de Khalifa Sall et de Karim Wade de cesser cette violence qui, à nos yeux, est inutile. Nous conseillons aux mandataires des deux candidats de déposer leur recours que d'encourager le désordre. Par ailleurs, ces jeunes de Benno Bokk Yakaar souhaitent que le directeur des domaines Mamour Diallo apporte sa version concernant les accusations d'Ousmane Sonko à son encontre. 94 milliards, ce n'est pas 94 millions ni 94 000. C'est plus qu'un budget de certains ministères. Nous pensons que le fait révélé sont aussi graves. Dans ce cas, nous demandons justice et que les coupables soient lourdement sanctionnés. Il est inconcevable que de tels supposés scandales passent sans que la justice ne se prononce. Sur cette même affaire, pour ces jeunes de l'APR, il est nécessaire que le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, éclaire la lanterne des Sénégalais sur les 12 milliards qu'il aurait reçus comme commission. Sur cette question bien précise, seule la justice peut trancher. Justement, l'indépendance de la justice doit être une préoccupation de tous les acteurs. Ainsi parle le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cependant, aucun compromis ne peut être accepté par le barreau de Dakar. Celui-ci a une riche histoire, seulement il faut la vulgariser davantage. Les détails dans ce compte-rendu signé Sarah Sylvie. Le magistrat
l'avocat sont tous des acteurs de la justice indépendants qui doivent tout de même œuvrer pour l'indépendance et la bonne marche de la justice. Pourquoi? Parce que l'avocat n'est pas un fonctionnaire. Or, aussi bien les magistrats que les autres acteurs de la justice relèvent de la fonction publique. Donc il y a une certaine hiérarchie, même si, je veux dire, sur le plan statutaire, les magistrats du siège sont indépendants. Plus en plus renforcer l'indépendance de la justice, l'indépendance des juges, des magistrats et peut-être, pourquoi pas, améliorer l'indépendance des magistrats du parquet. Par ailleurs, aucune violation des règles d'éthique et de déontologie de la profession d'avocat n'est à tolérer. C'est des avocats qui sont sanctionnés, voire radiés donc de la profession d'avocat. Donc c'est des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas jouer parce que nous ne pouvons pas jouer avec notre indépendance. Or, un avocat compromis est un avocat qui perd son indépendance. Cependant, le film sur l'histoire du barreau du Sénégal vise à faire connaître la contribution des avocats sur le plan juridique et politique de 1960 à 2016. On nous dit que le barreau a été créé en 1960, mais si un barreau est créé en 1960, forcément il y avait des avocats avant et on n'avait pas énormément d'archives. En réalité, du début à la fin du film, il est intéressant de manière générale de voir l'implication des avocats, aussi bien dans le monde de la justice que dans le monde de la politique et leur contribution. Un film composé de 3 épisodes qui retrace l'histoire du barreau de la colonisation à aujourd'hui, résumé et jeté lors de la traditionnelle rentrée solennelle de la conférence du stage sur le thème des nouvelles compétences de l'avocat. Sur un tout autre registre, grogne des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ceux-ci ont bloqué la RN2 et envahi la rue pour réclamer leur bourse. L'ombre de feu Fallou Sène a fortement plané sur ce mouvement d'humeur. À Saint-Louis, nous rejoignons notre correspondant sur place, Gambi Diagne. C'est aux environs de 23 heures ce soir que les étudiants de l'université Gaston Berger se sont spontanément rendus sur la RN2 en face de l'université Gaston Berger. Ils ont procédé au blocage de la circulation et brûlé des pneus. Ils réclament le paiement de leur bourse. Bon voilà, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Le même problème encore. On n'a pas encore fini d'échouer. Aboubakri Issa, d'abord je me présente, la voix de tous les étudiants. Je vais parler au nom de tous les étudiants, même si aujourd'hui le président de la CES n'est pas là. On est fatigué en tant qu'étudiants. On ne peut plus vivre de ça. Pourquoi l'État est en train de dépendre des milliards? Il n'y a même pas 24 heures, il n'y a même pas 5 jours, tout récemment. Il vient de dépendre des milliards ici dans un seul menu, je ne sais pas de quoi. C'est pas normal. S'il vous plaît. Je parle au nom de tous les étudiants. Veuillez aider les étudiants. On est fatigué. On ne peut pas vivre ici sans bourse. On ne peut pas vivre ici encore une fois sans bourse. Quelques miettes. On a fait cette miette-là. Il faut nous donner ça et on peut au moins en débrouiller avec. Voilà les voitures qui sont là depuis 23 heures. Ils ne peuvent pas passer. C'est très difficile. Et puis, c'est pas ce qu'on voulait nous. Juste que voilà, que tout le monde entende notre voix et voilà, c'est ça. Certains étudiants avancent que beaucoup d'entre eux ont été effacés de la base de données de ceux-là qui doivent payer les bourses. Ils ont supprimé certains étudiants dans leur base de données et ils ne peuvent pas percevoir les bourses. Finalement, les étudiants ont levé le blocage de la circulation à exactement 1h30 de la nuit. Les gendarmes qui sont venus en masse armés jusqu'aux dents sont toutefois restés à bonne distance, à 2 km de l'université Gaston Berger. L'actuel directeur du CROUS, depuis ces derniers temps, a laissé les étudiants passer à la journée sans ticket dans les restaurants universitaires. Retour à Dakar. Consolider la paix en milieu universitaire, c'est l'objectif du mouvement des étudiants. Nous sommes à quelques encablures de la présidentielle de 2019. Justement, l'organisation veut sensibiliser les étudiants pour qu'il y ait zéro violence électorale sur l'espace universitaire. Ramatoulaye Diouf nous en édifie.
De par les nombreuses violences notées au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le mouvement Rassemblement des jeunes, fraîchement porté sur les fonds baptismaux, compte prendre les devants face à d'éventuelles perturbations électorales qui peuvent toucher le temple du savoir. Ce mouvement a pour objectif de mettre sur place la paix universitaire. Parce qu'on a constaté qu'ici à l'université, il y a trop de violence. Alors que la paix, ça ne se décrète pas. La paix, ça se construit. C'est la raison pour laquelle nous, ces jeunes, on doit combattre cette violence et faire de telle sorte que l'université soit en sécurité. Ainsi, toutes les procédures nécessaires vont être entamées pour instaurer la paix au sein de l'espace universitaire. C'est la raison pour laquelle on a appelé à tous les étudiants d'être conscients de cette paix universitaire, parce que seule la paix pourra nous mener vers l'émergence. Donc l'acte que le mouvement doit faire ici à l'université, c'est de faire des porte-à-porte à l'intérieur de l'université, de sensibiliser les étudiants sur la sécurité et la paix universitaire. C'est la raison pour laquelle on a appelé à tous les étudiants d'être conscients, de faire en sorte que de prôner cette paix. Le mouvement Rassemblement des jeunes étudiants se dit fin prêt pour la prochaine présidentielle. Il se veut un cadre de réflexion et d'action contre toute violence au sein du temple du savoir. Les professeurs et les élèves de l'école LPA 14 paralysent leur système scolaire. Ils réclament l'achèvement des travaux de l'école. Ils ont suspendu les cours. C'est pour exiger des conditions d'études convenables. Safia Toukoli. Depuis 3 ans, au lycée des Parcelles Assainies, LPA 14, les cours sont dispensés dans des bâtiments en chantier. Cette situation n'est plus acceptable pour le corps enseignant et les élèves. Le censeur partage son bureau avec les surveillants. Les professeurs, les surveillants, une moitié des élèves sont dans la salle informatique. Mais mieux encore et plus grave, il n'y a pas aujourd'hui l'ombre d'un maçon dans ce lycée-là. 3 ans de silence. On a fait preuve de beaucoup de patience, mais là, c'en est trop. Regardez les classes. On n'a même pas assez de classes. Mais là, on ne peut plus continuer dans ces situations. C'en est trop, et trop, c'est trop. En danger permanent, ils ont observé un arrêt des cours. Ils n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont ainsi programmées. Aujourd'hui, on a fait débrayage. Demain, c'est grève totale. Jeudi aussi, grève totale. Si l'État ne réagit pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et non seulement nous n'allons pas faire cours, mais aucun établissement des environs ne fera cours. Une école avec toutes les conditions d'études réunies, c'est ce qu'ils réclament, main dans la main. Élèves et professeurs comptent mener le combat jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous faisons corps avec l'ensemble de nos élèves pour revendiquer les meilleures conditions de travail, différentes des conditions exécrables dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu à faire beaucoup de sites. On a eu à faire le site 14, le 13 et le 17. Et jusqu'à présent, rien. Et là, je pense que c'est un ras-le-bol. Et c'est pour cela, aujourd'hui, si tous eux sont dehors, nous aussi, nous ne pouvons que les soutenir. Donc, travailler l'esprit tranquille, apaisé et dans de bonnes conditions pour pouvoir produire de bons résultats. Pour une durée de 8 mois, la construction de cette école a pris plus de temps que convenu. Dès lors, les professeurs et les élèves ont perdu patience et exigent la fin des travaux dans les plus brefs délais. La santé et cette bonne nouvelle, 9 milliards de francs CFA, c'est le coût de la nouvelle usine de fabrication de perfusion au Sénégal, le fruit d'un partenariat public-privé dénommé Parenterus et d'une capacité de production de 12 millions de flacons par an. Le directeur de l'usine estime que le Sénégal va désormais rompre avec les ruptures de perfusion. Plus
Plus de précisions dans ce compte-rendu signé Kordendiaï. Les ruptures de perfusion seront désormais de vieux souvenirs dans les structures sanitaires du Sénégal avec la mise sur pied d'une usine de fabrication de ce produit d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA. Ibrahim Ka, directeur général de Parenterus, s'en félicite et revient sur la capacité de production de cet ouvrage. Ce joyau industriel est calibré pour produire 2000 flacons de perfusion par heure, soit pas moins de 12 millions de flacons l'année. Une telle capacité de production, combinée à la proximité des grands axes de circulation, nous autorise à proposer des livraisons personnalisées permettant à nos clients une gestion de leur stock en temps réel, sans risque de rupture. Ainsi, la rupture des stocks de perfusion est appelée à être bannie du vocabulaire des grossistes. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne salue l'ouvrage qui, selon lui, s'inscrit dans une dynamique de développement de la politique industrielle du Sénégal. Cette usine de solidité de perfusion que nous inaugurons aujourd'hui va garantir la disponibilité continue à un coût compétitif de ce produit vital utilisé à tous les niveaux de la pyramide de santé. De plus, l'outil industriel contribuera positivement à l'amélioration de notre balance commerciale à travers l'arrêt de l'importation annuelle de près de 12 millions de flacons de solidité et le démarrage prochain de l'exportation de ces produits. Cette usine, implantée sur une superficie d'un hectare, est la résultante d'un partenariat public-privé. Ibrahim Khan, le directeur général du FONSIS, salue cette collaboration. Parenterus est le fruit d'une collaboration longue et étroite entre les instruments d'investissement de l'État du Sénégal, que sont la CDC et le FONSIS, et un secteur privé national fort. La phase de démarrage de l'usine a nécessité le recrutement d'une trentaine de salariés, dont la majorité est issue du Djender, suffisant pour le maire de cette commune, Alassane Ndoye, de saluer le choix porté sur sa localité pour abriter cet ouvrage. Santé toujours, la maintenance des appareils biomédicaux est souvent négligée. Pour changer la donne, la JICA, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, forme et sensibilise depuis 2014 des directeurs d'hôpitaux issus de 10 pays francophones. Ils sont édifiés sur l'importance de ces précautions sanitaires. Les éclaircissements de Ndeye Fatim Lo. Après les techniciens, c'est au tour des directeurs d'hôpitaux d'être capacités et sensibilisés sur l'importance de la maintenance des équipements biomédicaux. Un projet initié par la JICA depuis près de 5 ans. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. L'évaluation de ces premières phases, il n'y a pas eu les résultats escomptés parce que la maintenance hospitalière était laissée en rade dans les prises de décision au niveau des hôpitaux. Et c'est pourquoi cette deuxième phase qui a été initiée en 2014 a permis de recentrer le projet sur le renforcement de capacité toujours de ces techniciens, mais travailler aussi sur la sensibilisation des décideurs. Ce projet compte permettre à l'État du Sénégal, entre autres, de renforcer l'environnement des hôpitaux et le centre de ressources en maintenance hospitalière. Ceci pour relever le plateau technique du système sanitaire du pays. Cela va nous permettre de réorienter la démarche qualité au niveau des hôpitaux et surtout axé vers la maintenance hospitalière. En fin de l'année 2018, nous avons créé avec l'appui de partenaires un centre de ressources pour la maintenance hospitalière au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Mais avec l'appui de la GK, nous espérons bénéficier de plus de moyens pour renforcer ce centre de ressources et surtout peut-être le délocaliser au niveau de l'hôpital Fann. Ces directeurs d'hôpitaux ont reçu, en plus de 4 ans de formation, les techniques nécessaires pour une meilleure maintenance des équipements médicaux pour que celles-ci soient mieux considérées dans les structures sanitaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera